Vous êtes sur France 24, bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin dans un instant avec Patricia Lémonière et Gauthier Ribinski, mais d'abord, tout ce qu'il faut retenir de ce mardi 26 mars, c'est l'essentiel de l'actualité sur France 24, avec au sommaire les premiers mots de Bassirou Diomaye Faye. Le nouveau président élu sur un programme de rupture au Sénégal se veut rassurant vers ses partenaires. Son pays restera l'allié sûr et fiable de tous les pays étrangers, respectueux des relations d'égal à égal. Ce qui n'exclut pas, on l'a compris, de renégocier certains accords, et notamment avec la France, premier partenaire commercial et premier investisseur au Sénégal. Après Vladimir Poutine, les services de sécurité russes, le FSB, accusent l'Occident et l'Ukraine d'avoir facilité l'attentat de Moscou, alors que les suspects apparaissent les visages ensanglantés, manifestement victimes de violences en détention. Et puis la justice britannique, elle retarde une nouvelle fois l'extradition de Julian Assange. Les juges au Royaume-Uni demandent de nouvelles garanties aux États-Unis, notamment qu'un procès équitable puisse lui être réservé outre-Atlantique, où le fondateur de Wikileaks risque jusqu'à 175 ans de prison. C'est tout de suite l'essentiel de l'actualité. C'est donc un nouveau président qui s'apprête à prendre les rênes du Sénégal. On attend toujours la proclamation des résultats prévus vendredi, mais l'issue du scrutin ne fait guère de doute. Chacun s'attache à reconnaître la victoire de Bassirou Diomaye Faye, le jeune anti-système poussé sur le devant de la scène par son camarade empêché Ousmane Sonko. Alors avec cette rupture à la fois politique et générationnelle, à quoi s'attendre pour le Sénégal dans les mois à venir? Élément de réponse avec Bilal Tarabé. Souveraineté, réalisme et rééquilibrage, voici les lignes de force du programme de Bassirou Diomaye Faye, une politique de rupture en profondeur attendue par ses partisans. Vous allez voir un autre visage des Sénégalais du Sénégal. La souveraineté, pilier idéologique de Bassirou Diomaye Faye. Souveraineté économique d'abord. Le futur président compte renégocier les contrats de gaz, pétrole, mais aussi de pêche, conclus avec des compagnies étrangères. Ils sont perçus comme injustes par une partie de la population. Mais au risque d'effrayer les investisseurs, Bassirou Diomaye Faye assure d'emblée que le Sénégal tiendra son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous. Car le sujet est sensible. Les investissements étrangers ont doublé en 10 ans au Sénégal. Et Bassirou Diomaye Faye a porté la promesse de mettre fin au chômage qui touche 3 jeunes Sénégalais sur 10 et qui provoque l'émigration de la jeunesse, souvent vécue comme un drame dans le pays. Souveraineté monétaire ensuite avec la sortie du franc CFA. D'abord dans le cadre de la CEDEAO qui travaille actuellement sur l'écho, remplaçant potentiel du franc CFA. En cas d'échec, Bassirou Diomaye Faye propose une alternative, une monnaie dans le cadre de l'UMOA, les 8 pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Et si ces 2 projets n'aboutissent pas, à ce moment-là, il envisage une sortie du Sénégal seul, comme l'avait fait le voisin mauritanien en 1973. Réalisme et rééquilibrage attendus en politique étrangère. Réalisme, car Bassirou Diomaye Faye considère que les relations avec les pays de l'Alliance du Sahel, tous dirigés par des putschistes, sont fondamentalement importantes pour des raisons sécuritaires. Quant aux relations avec la France, le souverainiste les souhaite rééquilibrées, respectueuses et gagnant-gagnant. Des relations avec la France rééquilibrées, respectueuses et gagnant-gagnant. Ousmane Sonko s'était même allé chez nos confrères de France Info à parler, je cite, d'un partenariat correct, mais qui doit être revisité. Il doit être plus gagnant, gagnant. Pour nous, Sénégalais, Patricia Lémonière, il faut s'attendre à voir le Sénégal renégocier certains accords commerciaux avec la France. Ils ont déjà annoncé que les accords commerciaux allaient être renégociés. Alors, il faut voir que la part française, si vous voulez, la France n'est pas du tout impliquée dans les gros
contrats qui existent, qui sont les contrats, je crois, gaziers, pétroliers, et aussi, je crois, du potasse. Minier, minier. Ouais. Et c'est là-dessus qu'ils veulent mettre vraiment l'effort, parce que c'est là-dessus qu'on attend la croissance la plus forte dans les années à venir. Donc je crois que les Indiens, ceux qui ont participé aux accords effectivement sur le gaz, etc., vont avoir à renégocier des taux, si vous voulez, qui seront plus avantageux pour le Maroc. Alors, qu'en est-il des intérêts français ? Eh bien, c'est les transports essentiellement, etc. Et là, il y avait eu la fameuse autoroute qui avait posé des problèmes, puisqu'effectivement, on disait que cette autoroute avait été faite à l'intérêt de la France et pas du tout à l'intérêt des Sénégalais. Donc, je crois que, en fait, c'est qu'il faut essayer de s'habituer à peut-être à nous, c'est de dire... Bon, maintenant, ils veulent, les CPI ont le droit, ils ont tout à fait la légitimité de renégocier à leurs avantages. Mais surtout, ce qui est important, et j'en finirai par là, c'est pas tant reprendre la main sur l'exploitation des ressources minières ou du pétrole et du gaz, c'est surtout de mettre dans leur pays, d'implanter dans leur pays des industries de transformation. Et c'est bien ça, d'ailleurs, dont parle aussi le PATEF, c'est-à-dire d'avoir des industries de transformation, aussi bien par rapport aux miniers, aussi bien par rapport aux pétroliers, on parle d'une raffinerie, aussi bien par rapport à l'industrie, à l'agroalimentaire. Et ces pays en sont, comme le Sénégal, dépourvus. Et ces industries de transformation sont pourvoyeuses d'emplois. Oui. Or, le problème du Sénégal, eh bien, c'est le chômage des jeunes et le départ des jeunes qui ne trouvent pas, même diplômés, d'emploi dans le pays. Renégocier ces contrats pour relocaliser peut-être davantage de main-d'œuvre, on l'aura compris. Le Sénégal est-il en mesure de l'imposer ? Alors, il y a les pays, bien sûr, impliqués dans l'exploitation d'hydrocarbures ou minières, mais l'imposer aussi à la France, qui est certes son premier partenaire commercial Gauthier, mais surtout aussi le premier investisseur au Sénégal. Oui, je pense que la France est quand même assez échaudée par ce qui s'est passé au Sahel, et notamment le fait qu'elle ait dû abandonner un certain nombre non seulement de terrains au sens physique du terme, mais même politiquement, et que donc si maintenir un lien avec le Sénégal passe par cette reconsidération des liens, y compris économiques, et la nature des investissements, et ce que disait Patricia est important, c'est-à-dire que les industries de transformation sont créatrices d'emplois et également de richesses au terme général. C'est-à-dire que, puisque l'une des marques les plus frappantes du Sénégal, c'est que depuis des décennies, on dit aux Sénégalais « attendez la redistribution parce qu'il faut d'abord qu'on accumule des richesses », eh bien, les industries de transformation, c'est entre autres, il n'y a pas que ça, mais c'est ce qui peut permettre d'accumuler ces richesses et justement d'être dans la redistribution et d'éviter aussi, par exemple, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, la fuite des cerveaux. Parce que là, on est dans un cercle vicieux et que ce type d'industrie, quitte bien sûr à remettre en cause la nature de la relation économique dans ce cas-là avec la France, si ça passe par là, pour la France, ça sera aussi peut-être un moindre mal. Ce faisant, Patricia, on peut dire que ce nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, prend au mot Emmanuel Macron, qui depuis son discours de Ouagadougou en 2017 ne cesse de répéter qu'il souhaite refonder la relation qu'entretient la France avec ses partenaires africains dans un sens plus équitable, mais aussi plus responsable. Oui, dans un sens gagnant-gagnant, oui. Même, disait le président. Alors, le problème, c'est de passer des mots aux actes. Et ça va bien être aussi le problème de ce nouveau dirigeant et de tous ceux qui l'entourent. C'est-à-dire comment arriver à remettre le pays sur pied, en finir avec les vieilles habitudes, avec la corruption, avec les pots de vin, avec cette administration. Enfin, c'est un gigantesque travail qui les attend. Sans pour autant casser la dynamique d'investissement qu'on avait vue sous Macky Sall. Casser la dynamique d'investissement, mais cette dynamique d'investissement qui s'est apportée, souvenez-vous, Petrotin, je crois, c'est ça, c'est ce scandale dans lequel, finalement, le fils du président était mêlé, il avait reçu des pots de vin. Donc, et en plus, pour être exonéré à la fin du cursus judiciaire. Ouais. Donc, je crois qu'il y a une aspiration de toute la population, et c'est pour ça qu'ils ont voté, à plus de richesses, à un partage des richesses, et aussi à endiguer cette corruption, mais qui va du sommet à la base, c'est-à-dire jusqu'aux douaniers qu'on paye pour laisser partir la barque vers les Canaries, et barque qui a toutes les chances de chavirer, vous voyez. C'est à tous les niveaux de l'État. Donc, le travail est immense, d'autant qu'il va falloir que les deux, le président élu
et Ousmane Sonko continuent à marcher main dans la main. Parce que c'est un attelage, hein, on l'a bien dit. Se pose aussi, Gauthier, la question militaire. Dakar abrite une base française de 350 hommes, qui est déjà beaucoup. Après les départs du Mali, du Burkina Faso et du Niger, la France peut-elle se permettre de perdre un nouveau point d'appui dans cette zone sahélienne ? Tout dépend de ce qu'elle a envie d'y faire. Moi, vous savez, quand un parti perd une élection, il dit souvent « je vais faire une cure d'opposition ». Moi, je me demande si la France n'aurait pas intérêt à faire une cure d'absence un peu. C'est-à-dire que pour Cure d'Afrique de l'Ouest. Oui, pour refonder une relation, comme disait Patricia, il faut d'une certaine manière prendre un peu de distance et se dire qu'est-ce que nous avons fait pour que ça soit à ce point, pour que Alors, je sais bien que le sentiment anti-français est fédérateur, même au-delà de toute rationalité, mais quand même, il y a des choses qui ne sont pas purgées, y compris de l'époque coloniale, et qui, même dans les comportements relativement récents de la France, et notamment dans le domaine des investissements et des industries, est restée en travers de la gorge d'un certain nombre de citoyens de ces pays-là. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que la France peut se permettre d'être absente si, effectivement, elle est considérée comme étant un moyen, comme ça avait été le cas au Mali, de stopper éventuellement des avancées djihadistes? Oui, sauf que le problème est toujours le même. Si vous ne considérez que cet aspect-là des choses, vous passez à côté de l'essentiel. Et si vous vous mêlez, vous, en tant que Français, du reste, c'est-à-dire des phénomènes de société, de l'école, de l'éducation, vous passez pour interventionniste et colonialiste. Donc la ligne de crête est étroite par définition. Reste qu'il y a tout de même au Sénégal, pays ô combien stable politiquement et qui vient à nouveau de le prouver, des ferments d'instabilité, notamment en Casamance, Patricia Lémonière. Oui, il y a le problème de la Casamance. Certains au PATEF disaient qu'ils étaient prêts à accorder l'indépendance, d'autres qu'il faut au contraire essayer de travailler ensemble pour développer cette partie du territoire qui est totalement sous-développée. On va voir comment tout ça va se développer. Il ne faut pas non plus éliminer totalement la menace djihadiste, puisqu'elle est aux frontières. Jusqu'à présent, le Sénégal n'était pas menacé, c'était plutôt une base de repli, une base de repos, j'ai envie de dire, et puis une base aussi d'affaires, en quelque sorte. Donc, et puis, il y a tout le contexte religieux au Sénégal qui compte beaucoup, mais il y a des facteurs d'instabilité. Ousmane Sonko et on dit tous les deux, en tout cas, on dit qu'ils voyaient d'un bon œil des accords avec la Russie. Ils voyaient d'un bon œil, enfin ça c'est déjà fait, la Chine. Donc on connaît les appétences de ces deux pays. L'un intervient plutôt dans le domaine sécuritaire, qui est la Russie, donc qui pourra tout à fait proposer, qui a déjà et qui va proposer ses services. Et l'autre, la Chine, qui va sûrement aussi encore plus proposer ses services, mais déjà elle est déjà sur place d'une façon importante, mais va encore essayer de marquer des points de ce côté-là. Le Sénégal n'en sortira donc pas pour autant de la prédation qu'il dénonce aujourd'hui de la part de puissances étrangères. Tout dépend comment il négocie ses contrats, s'il les négocie vraiment à son avantage et s'il impose des constructions de ces fameuses entreprises effectivement intermédiaires, là, il est gagnant. Reste la question ô combien épineuse du franc CFA. Bassirou Diomaye Faye, tout comme d'ailleurs son mentor, Ousmane Sonko, n'ont pas fait mystère de la volonté d'en sortir. C'est une question qui n'est plus taboue aujourd'hui, y compris au sein de la CEDEAO, de l'UMEA, qui envisage des alternatives, Gauthier Rybinski. C'est vrai qu'elle n'est plus taboue, mais j'ai le sentiment qu'ici au Sénégal, elle ne sera pas forcément prioritaire. Et que le Sénégal ne sortira éventuellement franc CFA que s'il y a des impossibilités justement avec des partenaires régionaux. Elle me semble moins... Elle est d'actualité, mais elle n'est pas forcément au premier rang comme ça a pu l'être à une certaine époque. La question que vous posiez, elle est centrale, c'est-à-dire le fait de dénoncer ou de vouloir simplement prendre une forme d'autonomie par rapport à la France. C'est toute la question de savoir pour se jeter dans les bras de qui. Et c'est-à-dire que là, si c'est pour retrouver, on le sait maintenant en Centrafrique, on commence à en être assez conscient, si c'est pour se retrouver dans des bras prédateurs, à quoi bon? Et là, c'est toute la question justement de la manière, évidemment, dont nous pourrons purger
le passé colonial, et notamment avec le Sénégal, ça a l'air d'une lubie simplement historique, mais pas du tout. C'est-à-dire que si on est capable de faire ça, ça peut amoindrir aussi ce sentiment qui pousse certains pays d'Afrique à dire allons-y, peut-être que la Russie est un partenaire tout à fait acceptable. Dernier point aussi, quand vous posiez la question à Patricia de savoir à quel prix ces pays pouvaient tolérer la Russie, le danger de ça, c'est que la Russie offre aussi au régime en place une sécurité et finalement une garantie de pérennité. On en vient à l'Ukraine. Côté terrain, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, n'exclut pas de recourir à des réquisitions auprès d'industriels ici en France pour accélérer la production de matériel militaire à destination de l'armée ukrainienne. Kiev, de son côté, affirme avoir touché 2 nouveaux navires de la flotte russe en Crimée. Et puis au nord, cette fois, près de la ligne de front du Donbass, on est avec notre correspondant Gulliver Krag à Kramatorsk. Où en est l'offensive, Gulliver? Comment vit-on dans ces villes du Donbass proches de la ligne de front? Alors, l'offensive russe continue d'avancer presque tous les jours. Ils avancent quelque part d'une centaine de mètres par-ci, quelques centaines de mètres par-là, notamment à l'ouest des villes d'Avdiivka et de Bakhmout. La situation à l'ouest de Bakhmout ces derniers jours est particulièrement inquiétante pour les forces ukrainiennes puisque les Russes sont montés sur la colline au nord-ouest du village de Khoromové. Ils essayent de prendre la ville de Chassivyar, située sur les hauteurs. Donc une ville très importante d'un point de vue stratégique parce qu'ils commanderaient les hauteurs, ce qui leur permettrait aux Russes peut-être d'avancer vers les villes où je me trouve actuellement comme Kramatorsk, Sloviansk ou encore Konstantinivka, ces grandes villes du Donbass qui sont clairement la cible la plus importante pour les Russes s'ils veulent prendre toute la région du Donbass comme c'est leur cible affichée. Mais ici à Kramatorsk, et en fait aujourd'hui j'étais surtout à Sloviansk la plupart de la journée, les gens ne veulent surtout pas entendre parler de cela. Nous avons parlé avec le maire de Sloviansk qui a dit regardez comment ils avancent lentement. Oui, ils avancent lentement, mais le temps qu'ils arrivent ici, en plus on a nos défenses qui doivent passer avant d'arriver vers ces villes-là. Le temps qu'ils y arrivent, on aura obtenu les nouveaux armements venant de l'Ouest qui nous permettront de mieux nous défendre contre leur aviation. Mais quand je lui ai dit qu'il avait l'air très optimiste, il a avouez que c'est un peu mon job d'être optimiste, je suis un peu obligé. Néanmoins, Kramatorsk et Sloviansk sont rarement ciblés par les missiles ces derniers temps. En fait, Kiev est probablement plus souvent touché. Les populations qui restent sur place ne sont plus conseillées de partir. Et à Sloviansk, nous avons vu aujourd'hui qu'il y a une vie culturelle qui commence à se réanimer, des ateliers de yoga, de peinture, des expositions, des gens qui ont décidé qu'ils ont envie de vivre et de vivre là où ils sont, malgré les dangers. Merci Gulliver Krag, en direct de Kramatorsk pour France 24. Et tandis que l'Ukraine reste toujours pour la Russie la piste la plus plausible après l'attentat qui a coûté la vie à 139 personnes vendredi dernier en banlieue de Moscou. Après Vladimir Poutine, le patron du FSB, les services de sécurité russes, accuse à son tour l'Ukraine et aussi l'Occident d'avoir facilité l'attaque revendiquée par le groupe État islamique. David Gilberg. Il est le 8e homme présenté à un juge et placé en détention provisoire. Originaire du Kirghizstan, la police russe le soupçonne d'avoir hébergé les 4 auteurs présumés de l'attentat qui a fait 132 morts et 189 blessés vendredi soir dans une salle de concert de la banlieue moscovite. Les décombres de l'incendie du Crocus City Hall continuent ce mardi d'être fouillés par les enquêteurs. Le renseignement russe, lui, tire déjà des conclusions quant au potentiel commanditaire. Nous pensons que l'action a été préparée par les radicaux islamistes eux-mêmes et qu'elle a été facilitée par les services spéciaux occidentaux. Quant aux services de renseignement ukrainiens, ils sont directement impliqués. Même tonalité chez le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui a rejeté les offres d'aide d'Interpol. Lundi, Vladimir Poutine évoquait déjà une implication de l'Ukraine, tout en reconnaissant que des militants islamistes étaient les auteurs de l'attentat, après avoir fait abstraction durant le week-end des revendications du groupe État islamique. Des policiers russes seraient actuellement au Tadjikistan, d'où seraient originaires les 4 tireurs présumés de l'attentat. Les ressortissants des pays d'Asie centrale sont désormais dans le viseur des forces de l'ordre russes, laissant craindre des arrestations aléatoires et des mauvais traitements. Ce qui pourrait, selon certains en Russie, être l'un des objectifs poursuivis par les commanditaires. S'ils parviennent à retourner l'opinion publique russe contre le monde musulman et donc le monde arabe et contre les musulmans russes, c'est l'option idéale pour eux.
C'est pourquoi le choix de ces auteurs était parfaitement logique. Aujourd'hui, devant les principaux procureurs du pays, le président russe a appelé la justice à punir fermement les terroristes. Certains au sein de l'appareil d'État, et notamment ici à la Douma, espèrent même voir la peine de mort de nouveau appliquée, alors qu'elle fait l'objet d'un moratoire en Russie depuis 1996. La Russie, Patricia Lemonnière, continue d'insister sur le lien présumé entre Kiev et les assaillants, en tout cas le groupe État islamique du Khorasan qui a revendiqué ces attentats. Ça tient la route? Enfin, en tout cas, Vladimir Poutine est conforme à ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire qu'il est en guerre contre l'Ukraine, il veut en finir avec l'Ukraine en quelque sorte, et donc tout doit s'organiser autour de son discours. C'est son récit, il ne peut pas en changer, il ne veut pas en changer, il ne peut pas en changer, il ne veut pas parce qu'il en est persuadé, et puis aussi parce qu'il a engagé trop d'hommes, trop de morts. Enfin, cette guerre coûte beaucoup à la Russie. Donc en changer changer de récit serait dire qu'on a deux menaces qui pèsent sur le pays. Deux menaces, ce n'est pas possible. Donc il dit qu'il y a bien effectivement des islamistes qui viennent des régions caucasiennes. Je ne pense pas qu'il cherche à monter les populations russophones, j'entends, et surtout chrétiennes, orthodoxes, contre la population musulmane, parce que ça mettrait en danger l'équilibre même de son pays, puisqu'une population à l'intérieur de la fédération qui est de 15%, qui est de Russie. Donc, et c'est pourtant ce qui se produit, nous disait Anne Niva hier de retour de Russie. Elle nous disait qu'il y a bien une acrimonie, une agressivité qui s'exprime envers les personnes originaires du Caucase. Oui, mais parce que ça, c'est inscrit dans l'histoire. Il y a eu la guerre de Tchétchénie qui a laissé des traces. Il y a eu tous les attentats, Beslan, le métro de Moscou. Enfin, les Russes sont habitués à ce terrorisme d'origine, caucasienne ou afghano-caucasienne. Donc forcément, cette rancœur. Et puis, vous savez, les orthodoxes ne sont pas les plus grands tolérants non plus. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne en Russie, il y a toute la propagande qui les enserre. Mais le régime n'a pas intérêt à monter ce genre de choses. D'où son idée de dire que ce sont en fait des Caucasiens manipulés par l'Ukraine et voire plus par les Américains, enfin par cette fameuse Occident global que Vladimir Poutine exècre. Alors dissonance côté russe, le principal allié de Moscou, le président biélorusse Alexandre Loukachenko lui-même déclare que les auteurs de l'attentat auraient d'abord essayé dans un premier temps de fuir vers le Bélarus, manière de dédouaner l'Ukraine, Gauthier Rybinski. Non. C'est compliqué, Loukachenko. C'est lui déjà qui avait négocié un sauf-conduit avec Evgeny Prigojine. Bon, Loukachenko, son propos, c'est d'être... comment dirais-je, d'être à la fois soumis à Poutine, mais de montrer l'inverse. Et Loukachenko, il a aussi le trait, vous savez, que quand vous avez un chat chez vous, vous pensez être le chat, le maître. Le chat, lui, pense être le maître. Et parfois, Loukachenko, qui avait visé une grande union bélarusse... Il se serait bien vu à la tête. Voilà, il se serait bien vu à la tête. Sur ce que vous étiez en train de dire concernant les Caucasiens, c'est tendanciellement, et ça ne veut pas dire qu'il faut que ça soit ad vitam aeternam, mais c'est tendanciellement quelque chose qui fait florès dans la population russe et slave, c'est-à-dire la méfiance. On les appelle bien souvent tchorny, c'est-à-dire les noirs, et c'est avec mépris. Alors vous pensez, quand il y a une actualité pareille. Là où Poutine se comporte de manière curieuse, c'est que on se souvient que le théâtre de la Dubrovka en 2002, qui avait été attaqué par un commando tchétchène, Poutine avait réussi à retourner la chose en disant, vous voyez bien qu'il faut aller les écraser, c'était on va les buter jusque dans les chiottes, etc. Et ça avait servi. Est-ce que là, ça va servir de la même manière ? Est-ce que ça a été retourné de la sorte ? Moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que l'État islamique se mette en tête finalement, certes, d'abattre des mécréants, comme il dit, mais enfin de favoriser d'une certaine manière d'autres mécréants. Et deuxièmement, pour un Poutine qui se veut le phare, la figure de proue de ce Sud global, dont il dit « venez avec moi, je suis le nouveau chef des damnés de la Terre », ça la fout quand même un peu mal de déclencher justement une orientation, de dire « nous allons viser les musulmans », etc. C'est pour ça qu'il se garde bien de le dire. Il ne le fera pas. C'est pour ça. Mais malgré tout, il y a l'envie, et ça c'est normal dans sa configuration, de rassembler les choses et de dire tout ça est lié à l'Ukraine, y compris en mouillant bien sûr les services occidentaux. Merci beaucoup Patricia Lemonnière, Gauthier Rybinski. On va plus loin, c'est terminé. Dernière information également du jour, ce nouveau sursis inattendu pour Julian Assange. Il
peut faire appel de son extradition. La justice britannique demande de nouvelles garanties aux États-Unis. Apporter la preuve que le fondateur de Wikileaks bénéficiera d'un procès équitable. Il encourt jusqu'à 175 années de prison outre-Atlantique pour la divulgation de secrets d'État. Écoutez son épouse, Stella Assange, sa réaction, justement. Ce que la Cour a fait, c'est d'inviter les États-Unis à intervenir politiquement en envoyant une lettre pour dire « tout va bien ». Je trouve que c'est très surprenant. 5 ans après le début de cette affaire, les États-Unis ont montré à la Cour que cette affaire reste une attaque contre la liberté de la presse, une attaque contre la vie de Julian. Vous l'aurez compris, malgré ce sursis du côté de Stella Assange, on ne se réjouit pas, on reste extrêmement méfiant envers les États-Unis. Fin de cette édition. Prochain journal dans 5 minutes, restez avec nous.